I felt like Scottie was being selfish. We just never were great friends. Scottie was wrong in that scenario. I felt insulted. Is that he liked to put up his barriers, and those things happen. Was based on him as an individual. I said, thank God Michael Jordan got Scottie Pippen. Dans les années 90, une équipe a fait passer le basket dans une nouvelle ère. De 1991 à 1998, les Chicago Bulls ont dominé la ligue avec une autorité absolue. 6 titres en 8 ans, 2 three-peats, la plus grande dynastie du basket américain. Derrière cet empire, 2 joueurs très différents, mais complémentaires. Un génie et son fidèle lieutenant. L'individualité ultime et le joueur collectif par excellence. Michael Jordan et Scottie Pippen. L'un était le feu, l'autre était le foyer qui lui permettait de le contenir. Mais derrière les trophées et les highlights, une autre histoire se jouait. Celle d'un homme contraint de vivre éternellement dans l'ombre d'un autre. D'une loyauté jamais vraiment récompensée. D'un respect mutuel qui a fini par se fissurer. Et d'un documentaire qui a tout fait exploser. Bienvenue dans l'embrouille, l'émission qui revient sur les rivalités les plus intenses de la NBA. Aujourd'hui, on vous raconte comment Michael Jordan et Scottie Pippen, le duo le plus iconique de l'histoire du basket, a fini par se déchirer. I don't care, he's old. My goodness. Wow, and look at this. Whoa. And Larry Bird still wants a piece of Jay. Now Paul punches a throw. Rudy Gobert is getting cooked. Now, this is ridiculous. Free throws at Devin Booker and Doncic go face to face. Trying to get down to the bench. Let's go crazy here, guys. Yeah, I think he's a little upset. En pleine pandémie de Covid-19, la France décrète l'état d'urgence sanitaire. Le reste du monde ne tarde pas à suivre. En l'espace de quelques heures, la planète entière s'arrête de tourner. Les commerces tirent rideau, les écoles ferment. Du jour au lendemain, des millions de personnes se retrouvent confinées à domicile. Sans perspective de retour à la normale, tuer le temps devient alors une nécessité. Si certains se découvrent une passion pour la boulangerie et les travaux manuels, d'autres préfèrent s'occuper l'esprit avec un bon livre, des jeux vidéo, ou bien, plus classique, en binge-watchant des séries. Les plateformes de streaming battent d'ailleurs des records. Netflix notamment, rien qu'au premier trimestre 2020, la plateforme enregistre pas moins de 15 millions de nouveaux abonnés. C'est dans ce contexte que sort un documentaire qui va se hisser au sommet des charts et devenir l'un des symboles de ce premier confinement. The Last Dance. Let's get to the last dance. You've been all hyped about The Last Dance. In The Last Dance. On The Last Dance. The Last Dance. À la base, The Last Dance est vendu comme une mini-série de 10 épisodes qui raconte de l'intérieur la saison 97-98 des Chicago Bulls, la dernière de Michael Jordan sous son mythique jersey rouge et noir. Elle nous promet des dizaines de témoignages exclusifs, dont 2 ex-présidents américains ainsi que des images d'époque que personne n'a jamais vues, pour la bonne et simple raison qu'elles n'ont jamais été diffusées. Pour cause, cela fait plus de 20 ans que la NBA détient environ 500 heures de rush inédits et il a fallu attendre que Michael Jordan donne son accord pour enfin les utiliser. En parlant de Michael Jordan, His Ernest est annoncé comme étant au centre du projet. Un petit événement pour une légende dont la voix s'est faite de plus en plus rare au cours de ces dernières années. Les 2 premiers épisodes sortent simultanément le 19 avril 2020 et c'est un succès immédiat. Sur Internet, dans les médias, spécialisés comme généralistes, tout le monde en parle. Les critiques, presse et spectateurs sont pour la plupart dithyrambiques. Même les personnes hermétiques au basketball et au sport en général semblent apprécier la série.
The Last Dance réunit en moyenne 5 millions de téléspectateurs par épisode, rien qu'aux États-Unis. C'est un vrai phénomène de société, nommé à de nombreux festivals, qui remportera même un prestigieux Emmy Award. Il faut le reconnaître, The Last Dance est une série extrêmement bien produite. Visuellement, c'est beau. La bande-son est à couper le souffle. Le travail sur les archives se révèle particulièrement impressionnant. Et surtout, il y a un sens de la narration qu'on retrouve nulle part ailleurs. À la manière des meilleures fictions HBO, The Last Dance nous tient en haleine de la première à la dernière seconde. Pour autant, malgré toutes ces qualités indéniables, il y a quand même quelques détails qui clochent. À commencer par la promesse de base qui n'est vraiment pas tenue. Si l'ultime saison des Invincibles constitue bien la trame centrale de The Last Dance, dans les faits, il s'agit plutôt d'un documentaire sur la vie et la carrière de Michael Jordan. À ceci près que le récit s'arrête en 1998, alors que MJ est au sommet de sa gloire. Ses déboires qui ont suivi, à Washington, puis à Charlotte, sont quant à eux complètement éludés. Une œuvre sur Michael Jordan, racontée et produite par Michael Jordan pour servir la vision et les intérêts de Michael Jordan. Un gigantesque ego trip qui, naturellement, ne plaît pas à tout le monde. Très vite, quelques rares voix s'élèvent pour critiquer le manque de probité de The Last Dance, au premier rang desquels on retrouve, oh surprise, des ex-coéquipiers de Michael Jordan dont certains interviennent directement dans le documentaire. Horace Grant, l'un des principaux artisans du premier three-peat, concède que la série est divertissante, mais estime qu'elle est constituée à 90% de purs mensonges. Bill Cartwright confirme. Pour lui, The Last Dance adopte le point de vue d'un seul homme sur les événements. Bien que présent dans le documentaire, Ron Harper, le meneur titulaire du second three-peat, passe complètement à la trappe. Pareil pour le pivot australien Luke Langley, ce qui poussera ABC News à sortir un documentaire intitulé « Luke Langley est le chapitre manquant de The Last Dance ». Au contraire, la place accordée à Steve Kerr est, selon l'avis même du principal intéressé, disproportionnée. L'exemple le plus marquant reste le traitement réservé à Jerry Krause. Le GM historique des Bulls est unilatéralement portrayé comme le plus grand méchant de l'histoire, sans que ce dernier, mort en 2017, n'ait l'occasion de se défendre ou de ne serait-ce que de nuancer les propos virulents tenus à son égard. Il y a un homme dont le silence se fait de plus en plus pesant, Scottie Pippen. Depuis la parution de The Last Dance, Pips est resté étrangement muet. Bizarre pour quelqu'un qui occupe une place aussi importante dans le docu. Surtout qu'en général, Scottie n'est pas le dernier quand il s'agit de se mettre en avant. 72-win Bull team versus this Warriors team. How would it play out in the 7-game series? Bulls in 4. Bulls in 4? Yeah. They don't get one off you. No. Mais là, pas un tweet, ni un commentaire sur le sujet. Rien. Au point où son mutisme attire l'attention. Certaines sources le disent blessé et déçu par les propos tenus par Michael Jordan à son égard. On parle notamment de 2 passages précis où effectivement MJ n'épargne pas celui qu'il désigne pourtant comme son meilleur coéquipier. L'un intervenant lors de la première retraite du numéro 23 et l'autre bien plus tard au début de la saison 97-98 lors de la fameuse dernière danse. Pippen finit par démentir, mais confirme ne pas avoir apprécié The Last Dance. Il explique avoir eu l'impression qu'il s'agissait surtout pour Michael de se mettre en valeur et d'être glorifié. Il ajoute lui avoir manifesté son mécontentement au téléphone. Ce à quoi MJ lui aurait répondu « Tu as raison. L'affaire est réglée. » Enfin, c'est ce qu'on croit. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais elle va prendre une tournure inattendue et pour le moins désagréable. Scottie, qui jusqu'ici s'était toujours montré extrêmement élogieux à l'égard de son ancien franchise player, change brusquement d'attitude. Au départ, ça reste assez subtil. Comme durant cette interview, lors de laquelle l'ancien ailier des Bulls rend hommage à Kobe Bryant récemment décédé
et en profite pour sous-entendre que le Black Mamba avait fini par surpasser Michael Jordan. I hate that we didn't tell him how great he really was because he strived so hard to be Michael Jordan. And when I go back and I look at his videos and I say to myself, damn, he was better than Michael Jordan. Voilà une petite pique, pas si méchante, mais pas si innocente non plus. Au fil des interviews et des podcasts, les attaques se font de moins en moins subtiles et de plus en plus personnelles. Le point de rupture est allègrement atteint en 2021. Dans son autobiographie, Unguarded, Scottie sort la sulfateuse et dézingue son ancien ami. Concernant The Last Dance, il s'indigne. Comment Michael osait-il nous traiter de la sorte après tout ce que nous avions fait pour lui et sa précieuse gloire? Avant d'ajouter, pour ne rien arranger, Michael a reçu 10 millions de dollars pour son rôle dans la série, alors que mes coéquipiers et moi n'avons pas gagné un seul centime. Mais il ne s'arrête pas là. Le numéro 33 accuse Iz Ernest d'avoir tout bonnement ruiné le basketball par son égoïsme. Il écrit « Je pourrais aller jusqu'à dire que Mike a ruiné le basketball. Dans les années 80, sur les terrains de jeu, tout le monde faisait circuler le ballon, faisait des passes pour aider l'équipe. Cela s'est arrêté ensuite dans les années 90. Les enfants voulaient être comme Mike. Eh bien, Mike ne voulait pas passer, il ne voulait pas se bouger pour prendre des rebonds ou défendre face aux meilleurs joueurs. Il voulait donc que tout soit fait pour lui. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que LeBron James était le meilleur joueur que ce jeu ait jamais connu. Il fait tout et incarne ce qu'est vraiment le jeu. Attaquer MJ sur le débat du GOAT, c'est vraiment vouloir taper en dessous de la ceinture, là où ça fait mal. Bon, à la lecture de son autobiographie, il paraît clair que Scottie a menti quand il a prétendu ne pas avoir été blessé par The Last Dance. Le docu n'est visiblement pas passé, mais il est difficile de croire qu'il a à lui seul généré autant de rancœur, voire de haine. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter un peu en arrière, s'intéresser aux 2 moments évoqués dans The Last Dance et essayer de mettre des mots sur la nature profonde de la relation qui unit Scottie Pippen à Michael Jordan. Quand Michael Jordan débarque en NBA en 1984, Chicago est probablement l'une des pires franchises de la ligue. Mais en quelques mois, tout change. Le rookie met le vestiaire au pas et impose sa loi sur le parquet. Grâce à lui, les Bulls se qualifient en play-off. Mais ils sont encore très loin du titre. Non pas que Michael ne soit pas assez bon, au contraire, il est déjà l'un des 5 meilleurs joueurs au monde. Mais il est encore beaucoup trop esseulé. La preuve, au premier tour des playoffs 1986 contre les Celtics, MJ score 49 points au Game 1, puis 63 au Game 2. Pourtant, cela n'empêche pas les Bulls de se faire sauvagement sweeper. Même Dieu déguisé en Michael Jordan ne peut pas gagner tout seul. Pour que Bag il y ait, Michael a besoin de coéquipiers dignes de ce nom. Et c'est ce à quoi va s'atteler Jerry Krause, le général manager des Bulls. Krause réalise son plus grand coup de génie à l'été 1987. Lors de la draft, il monte un trade pour récupérer un jeune ailier que personne ne connaît. Scott Pippen from the University of Central Arkansas. He's 21 years old and that's right folks, you probably have never heard of Scottie Pippen. Au départ, la relation entre Scottie et Michael est purement professionnelle et même un peu froide. En réalité, elle tient plus d'une relation entre supérieur hiérarchique et un subordonné que de celle entre 2 collègues de travail. À ce moment-là, Jordan est déjà une superstar en puissance, alors que Scottie, lui, n'est qu'un rookie. Aux yeux de son aîné, il n'est rien, ni personne, parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves. Pour Michael, le respect n'est pas un dû, il se gagne, par la sueur et les larmes, à l'entraînement et surtout sur le parquet. Il faut bien comprendre que Michael est obsédé par l'idée d'être le meilleur, et cela passe uniquement par la victoire. Depuis son enfance, Iz Ernest est en compétition permanente. D'abord avec ses frères, pour obtenir l'attention de son père. Ensuite, avec les meilleurs joueurs de la ligue pour devenir MVP. Puis enfin, avec les meilleurs joueurs de l'histoire
pour être considéré comme le GOAT. C'est un compétiteur au sens pathologique du terme. Tout pousse à croire qu'il souffre d'un syndrome appelé hypertrophie de la compétitivité. Le psychologue américain Richard Rickman l'a défini comme une quête incessante et aveugle de supériorité individuelle qui imprègne pratiquement tous les domaines du quotidien. Michael veut gagner. Il en ressent un besoin viscéral. Cela le pousse à se mettre une pression dingue et à s'imposer une charge de travail que beaucoup jugeraient inhumaine. Jordan est exigeant avec lui-même, mais il l'est aussi avec les autres. En se tuant à la tâche, tel un Stakhanov du basket, il estime faire sa part du travail. En retour, il attend le même degré d'investissement et de professionnalisme de la part de ses coéquipiers. Et dans le cas inverse, il n'hésite pas à sévir. Jouer avec Michael Jordan, c'est un peu marche ou crève. Il estime que pour tirer le meilleur de ses coéquipiers, il doit les forcer à dépasser leurs limites et les pousser dans les derniers retranchements physiques comme psychologiques. C'est une méthode extrême qui peut prendre des formes très violentes, comme du harcèlement par exemple. Et à ce petit jeu, personne n'est épargné, pas même Scottie Pippen. Surtout que sur ce point en particulier, et bien d'autres d'ailleurs, Scottie se révèle très différent de Michael. 7e enfant d'une fratrie de 12, avec un père malade et un frère handicapé, Pippen grandit dans une famille où l'on s'occupe des autres avant de penser à soi-même, où la solidarité n'est pas une valeur abstraite, c'est une condition de survie. Contrairement à Michael, Scottie n'est pas du genre à se mettre spontanément en avant. En tout cas, pas encore. À ce moment-là, c'est un garçon doux, réservé et profondément empathique. Ce trait de personnalité se ressent également dans son basket entièrement tourné vers les autres. Sur le parquet, Scottie, joueur collectif par excellence, est la définition même du basketteur all-around. Il brille partout, même dans les compartiments du jeu les plus ingrats, et prend plaisir à faire briller ses coéquipiers. Pareil dans le vestiaire. Si MJ est une main de fer, Scottie, lui, est un gant de velours. Il désamorce les tensions et sert de trait d'union entre les joueurs. Jordan et Pippen sont différents, mais ils sont surtout complémentaires. Au contact de Michael, Scottie va prendre confiance en lui et s'affirmer en tant que joueur et individu. Et grâce à Scottie, Michael, lui, va apprendre à faire confiance aux autres et à déléguer davantage. Bon, ce processus va prendre du temps. Paradoxalement, ce qui va réellement rapprocher les deux hommes, c'est la défaite. À la fin des années 80, les Bulls se heurtent systématiquement aux Detroit Pistons, les légendaires Bad Boys de Chuck Daly. Une équipe rugueuse et intimidante qui prend un malin plaisir à faire souffrir Michael Jordan. Les Jordan Rules des Pistons, c'est un manuel de destruction méthodique d'un seul homme. Et ça fonctionne. Année après année, Chicago s'incline. Mais au cœur de ces séries éprouvantes, Michael remarque quelque chose. Autour de lui, alors que la plupart de ses coéquipiers baissent la tête et craquent sous la pression, Scottie Pippen, lui, ne se laisse pas intimider. Il élève son niveau de jeu, encaisse les coups et n'hésite pas à les rendre. Progressivement, Michael apprend à lui faire confiance. La distance entre eux se réduit. La relation change de nature. Scottie n'est plus seulement un subordonné. Il devient son fidèle bras droit, quelqu'un sur qui il peut compter. À partir de là, plus rien ne peut les stopper. Entre 1991 et 1993, les Bulls raflent tout sur leur passage. 3, 2, 1. 3 années de domination totale et le premier three-peat de l'ère moderne. À ce moment-là, la relation entre Pippen et Jordan est à son firmament. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'amitié ? Certainement, mais ça reste difficile à affirmer. Michael mettant beaucoup de distance entre lui et le reste de l'équipe, même avec Scottie Pippen. En revanche, on peut affirmer sans se tromper
qu'il y a entre eux au moins une forme d'affection et surtout un immense respect mutuel. Ils savent qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre. Du moins, c'est ce qu'ils croient. À l'été 93, quelques semaines après le 3e sacre, Michael Jordan est frappé par un drame. Son père est assassiné sur une aire d'autoroute. Exténué physiquement et moralement, il choisit de prendre sa retraite. When I lose the sense of motivation and the sense of to prove something as a basketball player, it's time for me to move away from the game of basketball. Du jour au lendemain, Scottie se retrouve propulsé franchise player. Il doit prendre la succession de son mentor et au passage, du plus grand joueur de tous les temps. Bien que beaucoup l'en imaginent incapable, il réalise pourtant sa meilleure saison de sa carrière. Privé de son GOAT, Chicago termine à 55 victoires. En play-off, les Bulls éliminent Cleveland, puis poussent les Knicks, futurs finalistes, jusqu'au Game 7. Mais un événement survenu au cours de la série va faire couler beaucoup d'encre. Le 13 mai 1994, lors du Game 3, les Bulls sont au pied du mur. Menés 2-0, ils doivent impérativement l'emporter. À 2 secondes du terme, les deux équipes sont à égalité, 104 partout, temps mort. En l'absence de Michael Jordan, il ne fait aucun doute que le tir de la gagne va revenir à Scottie Pippen. Mais Phil Jackson en décide autrement. Le Zen Master choisit de confier l'ultime possession à Tony Kukoc. Piqué dans son ego, Scottie vit cette décision pour une injustice et refuse de retourner sur le terrain. C'est donc depuis le banc de touche qu'il voit Tony Kukoc inscrire un tir clutchissime. Scottie Pippen s'en veut. Il a conscience d'avoir abandonné ses coéquipiers au pire moment et leur présente des excuses. Il a fait une erreur, ça arrive. Au moins, il a eu l'intelligence de le reconnaître et d'essayer de se racheter. Pourtant, cette erreur va le suivre longtemps. 25 ans plus tard, dans The Last Dance, cet incident fera presque oublier la résistance héroïque de Scottie Pippen. Au moment de l'évoquer, Jordan se montrera d'ailleurs très critique alors qu'il n'était même pas présent. It's always going to come back to haunt him at some point in some conversation. Pip knows better than that. Un comble quand on sait que Iz Ernest n'aurait certainement pas laissé quelqu'un d'autre prendre ce tir. In a two-word statement which is now just begging to have a Nike campaign built around it, quote unquote, I'm back. Après 18 mois passés à taper des balles de baseball dans les ligues mineures, le numéro 23, brièvement devenu 45, remet les sneakers. Scottie Pippen l'accueille à bras ouverts. Mais pour la première fois depuis les Bad Boys, le duo va goûter à la défaite. Jordan n'est pas encore prêt. Pour retrouver son niveau, Jordan passe l'intersaison à s'entraîner comme un forçat. L'été terminé, il est back pour de bon. Son retour marque également celui de la dynastie. Les Bulls remportent 2 titres consécutifs et visent leur second three-peat, ce qui nous amène à l'exercice 97-98, la fameuse dernière danse. La saison commence, mais pas de Scottie Pippen à l'horizon. Pour cause, le numéro 33 est sérieusement blessé au pied. Les nombreuses années à écumer les parquets NBA ont laissé des traces. Si d'ordinaire Scottie est du genre à jouer, même diminué, et à tout faire pour ne pas manquer ne serait-ce que le training camp, cette fois, c'est différent. Au contraire, il a même choisi de repousser son opération pour profiter de son été. Pourquoi ? Pourquoi faire des efforts quand on n'est pas récompensé ? En 1991, Scottie avait signé une extension de contrat. 18 millions de dollars sur 7 ans. Sur le moment, ça ressemble un peu à une douille, mais ça reste raisonnable. À l'époque, les carrières étaient plus courtes. Et puis, souvenez-vous, Scottie vient d'une famille pauvre. Ce contrat est l'occasion de mettre sa maman à l'abri ainsi que ses frères et sœurs sur le long terme. Sauf qu'entre 1991 et 1997, le basket a beaucoup changé. Les salaires ont explosé et entre-temps, Pippen est devenu un joueur d'une toute autre dimension. En fin de contrat,
il pointe au 122e rang des salaires de la Ligue. 122e. Pour l'un des 5 meilleurs joueurs du monde, c'est clairement injuste. Tout le monde en a conscience, mais Jerry Reinsdorf, le propriétaire des Bulls, refuse de renégocier le contrat. Krause également. Et Michael, lui, ne dit rien. Scottie was wrong in that scenario. He could have got his surgery done as soon as the season was over and be ready for the season. What Scottie was trying to do was trying to force management to change his contract. And Jerry wasn't going to do that. Lui qui touche près de 30 millions de dollars cette saison-là, lui, l'athlète le plus riche de la planète, refuse de soutenir l'homme qui lui a toujours été fidèle. Celui sans lequel il n'aurait peut-être pas 5 bagues de champion qui ornent ses doigts. Pire, il l'attaque publiquement. Scottie se fait opérer, mais ne se présentera pas tant que sa situation contractuelle ne sera pas réglée. Dans les médias, le verdict tombe. Capricieux, égoïste, pas un vrai winner. Des attaques encore une fois injustes au vu des sacrifices qu'a réalisé Scottie Pippen et qui seront répétés avec encore plus de véhémence dans The Last Dance où Michael Jordan n'ira pas avec le dos de la cuillère. I felt like Scottie was being selfish, worrying about himself as opposed to what his word was to the organization as well as to the team. Scottie tient bon, un temps, puis finit par se rendre à l'évidence. Seul, il ne pourra pas obtenir gain de cause. Preuve de son amour pour l'équipe, il accepte finalement de revenir. Et le reste appartient à l'histoire. Jordan, open, Chicago with the lead! If that's the last image of Michael Jordan, how magnificent is it? The Chicago Bulls have won their 6th NBA championship, and it's their second three-peat. À l'issue de la saison, l'équipe est démantelée. Phil Jackson n'est pas reconduit sur le banc. Michael prend sa retraite. Et Scottie est échangé à Houston. C'est la fin d'une ère. Jordan et Pippen s'éloignent. Leur relation a pris un coup, mais reste amicale au moins en apparence. Jusqu'à The Last Dance. Mais pour comprendre pourquoi ce documentaire a eu un tel impact, il faut s'intéresser à ce qu'il se passe dans la tête de Scottie Pippen au moment de sa parution. La retraite, pour un athlète de haut niveau, c'est rarement une transition douce. Pour certains, c'est une libération. Pour d'autres, c'est une petite mort. Scottie Pippen, lui, appartient clairement à la deuxième catégorie. Après Chicago, il tourne. Houston, Portland, puis un bref retour chez les Bulls, pour la saison de trop, qui le convainc de prendre sa retraite. Sauf qu'une fois à la maison, il s'ennuie. Donc il tente un retour, mais il n'a plus le niveau pour la NBA. Donc il part jouer en Finlande et en Suède, l'espace de quelques matchs grassement payés. Une fin de carrière pas très glorieuse. Cette fois, c'est bel et bien terminé. Du jour au lendemain, le téléphone ne sonne plus autant. Les demandes d'interview sont de moins en moins insistantes. Les hommages plus rares. Et quand on parle de lui, c'est presque toujours pour parler de quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça, le problème de Scottie Pippen. Le manque de reconnaissance. En réalité, on ne parle jamais vraiment de lui. On le cite, on l'évoque. Mais il n'est jamais le personnage de l'histoire. Il est le coéquipier de Michael Jordan, le numéro 2 des Bulls. Pendant des années, Scottie encaisse. Il tente de faire bonne figure. Mais ses proches qui le côtoient décrivent un homme qui broie du noir. Un homme aigri qui progressivement glisse vers quelque chose qui ressemble beaucoup à une dépression. The Last Dance débarque sur Netflix et le monde entier retombe amoureux de Michael Jordan. Scottie Pippen, lui, regarde ça depuis son canapé, confiné, comme tout le monde. Il regarde sa propre histoire, racontée par quelqu'un d'autre, et de manière peu glorieuse. Le documentaire réouvre de vieilles blessures qui seront bientôt chassées par des nouvelles. En 2021, son fils aîné, Antron,
meurt à l'âge de 33 ans. Scottie est dévasté. Il traverse le cauchemar absolu de tout parent. Et comme si ça ne suffisait pas, la vie s'acharne encore un peu. Son ex-femme, Larsa Pippen, figure bien connue de la télé-réalité américaine, se retrouve au cœur d'un scandale. Elle est aperçue en compagnie de Marcus Jordan, le fils de Michael. La relation est confirmée. Dans l'idée, ils ne font rien de mal. Mais pour Scottie, c'est une humiliation de plus. Publique, grotesque, presque shakespearienne. L'ex-femme de Robin avec le fils de Batman. Ça la fout mal. Depuis, ses apparitions publiques laissent entrevoir un homme brisé. Un homme qui a visiblement perdu pied et qui ne manque pas une occasion pour tirer sur Michael Jordan. I think that Michael is a very difficult person to deal with. I played with him for years, so I know that, great teammate, but we just never were great friends. Est-ce que les deux se réconcilieront un jour ? Rien n'est certain. Pour ça, il faudrait que Michael assume ses torts publiquement et que Scottie fasse la paix avec lui-même. Leur ancien coéquipier, Bill Wellington, lui continue d'y croire. Je pense que le temps fera son œuvre, mais on vieillit. Je lui ai dit, tu dois te libérer de tes démons. Ce sont deux personnalités fortes. J'aimerais les voir dans une pièce, juste se regarder et réaliser qu'on n'a plus 30 ans. Si cette relation ne devait jamais être réparée, il ne faudrait pas faire l'erreur de la résumer uniquement à cette embrouille. Parce que cette relation, c'est aussi et surtout une belle histoire. 6 bagues de champion, une dynastie éternelle et des moments qui font rêver des générations entières. La preuve qu'on a toujours à apprendre des différences de l'autre.